Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Pourquoi s'intéresser à la couleur ? Comme le soulignait Dominique Simonet dans sa préface du petit livre des couleurs de Michel Pastoureau en 2005, les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir. Elles sont de formidables révélateurs de l'évolution de nos mentalités. Aujourd'hui, l'image est omniprésente dans nos vies. Et depuis que la photographie s'est accaparée la couleur, certains de ses plus grands noms ont su l'utiliser pour développer une signature unique. Comme des peintres coloristes, ils ont intégré dans leur réflexion le rôle de la couleur et celle-ci est devenue une caractéristique à part entière de leur travail. Lumière, matière, construction intellectuelle, jeu de pixels numériques, spectre électromagnétique, mécanisme de perception par l'œil humain, distorsion d'une réalité. Comment la couleur continue-t-elle de fasciner les photographes et surtout, quelle place lui accorde-t-il dans la fabrication de leurs images ? Après Franck Ferville, qui inaugurait il y a quelques semaines notre série d'entretiens sur ce thème, Olivia Gay nous parle à son tour de son rapport à la couleur, lequel a nourri son approche de la photographie et évoque la couleur comme l'expression d'une pensée, comme une résistance, comme un marqueur social et économique, comme le mode d'expression de voix silencieuse, par-delà le mutisme ou le silence imposé, comme une manière de surmonter l'appréhension du temps qui passe et de l'imminence de la mort. Entretien passionnant d'une passionnée. Alors bonjour Olivia, je suis très contente, ravie que vous nous accueilliez dans votre maison entre le Perche et la Normandie, en Normandie. En Normandie. Voilà. Je suis ravie parce qu'on s'est déjà rencontrés par le biais d'une interview que vous avez réalisée avec Yannick Le Guillanton il y a quelques semaines. Et on s'était promis de vous faire à nouveau intervenir pour parler plus particulièrement de la couleur, qui fait l'objet donc d'une série de podcasts cette année par la rédaction d'Emeria. Donc merci encore de nous accueillir à nouveau et d'aborder ce sujet de la couleur. Alors je vais vous poser une première question. L'univers de la photographie et plus globalement de l'imprimé a longtemps été un monde en noir et blanc, pour reprendre l'expression de l'historien Michel Pastoureau. Faute de techniques disponibles, le monde réel, reproduit en images photographiques, restait donc dans des niveaux de gris. Aujourd'hui encore, le noir et blanc est très souvent utilisé par les photographes. Avez-vous aussi commencé par le noir et blanc ? Oui, alors moi je peux dire merci déjà aussi à vous de venir ici, dans cette contrée lointaine à l'écart de Paris. Voilà, et merci d'avoir tenu parole, parce qu'on s'est rencontrés virtuellement pendant le confinement et je suis ravie de vous accueillir aussi ici, dans cet espace à l'écart, au calme et au vert. Oui, j'ai commencé la photographie dans les années 80, ouais c'est ça, milieu 80, et il n'y avait pas tant encore de photographie couleur que ça à cette époque. Et surtout, la noblesse, c'était davantage la photographie en noir et blanc. J'ai donc commencé en noir et blanc parce que aussi j'ai appris à développer mes films moi-même, à faire moi-même mes tirages, en installant un petit laboratoire de fortune dans ma maison à Orléans. Et que, évidemment, installer un labo en couleur, de toute façon, c'était même pas envisageable à cette époque-là. Donc ça, c'était quoi, ouais, fin des années 80. Et en réalité, moi, je regardais beaucoup en fait les magazines. Je m'intéressais beaucoup à la peinture, à la photo dans les magazines de mode, etc. Je n'ai pas de souvenir qu'il y avait tant de couleurs à cette époque, mais c'est plus tard que j'ai découvert la couleur. Je ne me suis pas tellement posé la question en fait au départ. C'était ce qui m'a attiré à la photographie, c'est le geste de photographier dans un premier temps, qui était vraiment significatif pour moi, pour dépasser en fait peut-être une certaine timidité, une peur ou je sais pas.
Enfin, en tout cas, ce geste me permettait d'entrer dans l'autre. C'était un geste d'hospitalité presque, d'aller accueillir l'autre. Donc, dès le départ, je ne peux pas dire que c'est la couleur qui m'a amené à la photographie. C'est plus tard. C'est venu après. Ouais. Alors en 2005, Marie Ndiaye, l'écrivaine, a écrit un livre mêlant photographie et récit qui s'appelle Autoportrait en verre. Elle y a associé le verre à sa mère en la décrivant ainsi. « Ma mère est une femme en verre, intouchable, décevante, métamorphosable à l'infini, très froide et sachant par la volonté devenir très belle, sachant aussi ne pas le désirer. » Alors j'ai cru comprendre que votre enfance a été plutôt très heureuse, marquée par les couleurs de la campagne ou par celles de l'Amérique, puisque votre famille s'installait à l'étranger pour les besoins professionnels de votre papa. Cet attrait pour la couleur a-t-il pu naître, peut-il tirer son essence des couleurs de ses premières années, ou en tout cas d'un espace mental en couleur, en quelque sorte? Je pense que c'est même certain. En revanche, là, en vous entendant parler de la mère de Marie Ndiaye et de la couleur verte, moi, je peux dire que... Et je pense que ouais, c'est très important, la figure de la mère. C'est la première femme qu'en tant qu'enfant, être humain, femme ou homme, on voit. C'est la première personne avec qui on fait connaissance quand on vient au monde. Et il se trouve que ma mère avait fait je l'ai dit ça dans le podcast, mais... avait fait un premier test, enfin avait souhaité ou voulu, ou en tout cas tenté, dans sa jeunesse, de devenir mannequin. Elle était très belle. Et on avait gardé ce livre de photographie, ce portfolio, comme on dirait aujourd'hui, un portfolio de mannequin, qu'elle gardait à la fin. Ce portfolio était à la maison et c'était un objet quasiment sacré qu'elle sortait pour... partager avec nous, ou d'autres personnes qui venaient, et toutes ces photographies à l'intérieur étaient en noir et blanc, et montraient ma mère dans des différentes postures, attitudes, avec des regards très mélancoliques, et c'était très étrange de revoir sans cesse ces photos, et de voir à côté le visage en couleur que je voyais de ma mère dans la réalité, et je ne savais pas si c'était finalement les mêmes personnes, et en même temps je comprenais que sa vie, qu'elle dégageait une tristesse ou une mélancolie qui induit plus de beauté que la tristesse finalement, mais elle avait aussi une grande souffrance en fait, plus que de la tristesse. Voilà, donc c'était entre la souffrance et la mélancolie, et je pense que le premier ancrage de ma relation, en tout cas à la photographie, c'est les images, ce sont ces images d'elle dans ce portfolio, qui ont été complètement contrastées avec cette vision de l'Amérique que j'ai découvert à l'âge de très tôt. On est arrivé, j'avais 3 ans, on est reparti, j'avais 8 ans, et l'Amérique, c'est toujours pour moi une image. Ce sont des couleurs, une image, et puis beaucoup de vide aussi, de l'espace, beaucoup d'espace, et un temps en dehors de la réalité. Et voilà, et j'ai grandi aussi avec cette image de cette mère très française dans ce décor américain. Tout ça, sans doute, a nourri un désir d'image et une imagination aussi. Enfin, j'ai aussi 2 frères, dont un est devenu réalisateur, l'autre est devenu mannequin, comédien, donc objet à l'image. On est tous reliés complètement aux images, quoi. Je veux dire, et je pense que c'est pas complètement un hasard. Mais la figure de la mère, je connaissais pas l'histoire de Marie Ndiaye, pardon. Je connaissais son livre 3 femmes puissantes. Je l'ai beaucoup écouté sur France Culture. C'est une femme brillante. Au moment quand elle a déménagé à Berlin, enfin, par rapport à son vécu aussi. Mais je connaissais pas cette histoire, et c'est vrai que voilà, moi ma mère en tout cas, elle était pas en vert, elle était en noir et blanc. C'est pour ça que j'ai pensé à vous en fait, ouais. En retombant sur le livre de Marie Ndiaye dans ma bibliothèque. J'ai pensé tout de suite à votre parcours et à l'image de la maman que vous aviez évoquée. Alors ensuite, merci. Jacques Laurence, qui a écrit sur Pierre Soulages, dit que dans la peinture du XXe siècle, la couleur n'est plus associée ni même confondue à un drame ou à un récit, mais davantage à l'émergence d'une pensée, qui est à la fois recherche et application, recommencement et méditation, comme une longue et patiente réflexion sur le matériau lui-même.
Bien entendu, la photographie est une pratique et un art beaucoup plus jeune que la peinture, mais diriez-vous que l'usage de la couleur est du même ordre aujourd'hui? J'entends l'émergence d'une pensée. Et donc là, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez la manière dont la couleur intervient dans la composition de votre travail et dans votre réflexion autour justement de l'émergence d'une pensée que vous voulez nous transmettre. C'est vrai que c'est... je ne sais pas, je ne suis pas dans l'observation attentive de moi-même au moment où je fais des images, où je photographie. C'est-à-dire que je me suis même rendu compte là pendant le confinement. On m'a proposé pendant le confinement de faire une photographie pour un magazine en ligne qui publiait chaque jour la photographie d'un photographe dans son confinement. Et je me suis dit, bon, que faire ? Et j'ai eu l'idée de photographier donc, la petite amie de mon fils, Mélissa, 21 ans, mexicaine. Donc Mélissa, des Mexico, Sinaloa. Enfin voilà, dans le titre déjà, il y avait toute la couleur. Quand je lui demandais le nom de son village, etc., c'était toute une phrase, des mots. Et pour moi, le Mexique, c'est la couleur. Il y avait ce voyage, il y avait cet exotisme, il y avait... Et donc j'ai fait une photo un portrait de Mélissa dans notre salon où il y a un fond rouge et j'ai cherché la couleur pour la représenter. Et je pense que ça aurait été quelqu'un du village, originaire d'ici, je n'aurais pas du tout photographié de la même manière. D'ailleurs, j'ai fait aussi ce jour-là des portraits de ma voisine et que Yannick a vu parce que je lui avais envoyé. Et c'est très drôle, mais elle est photographiée sur un fond très gris, ce sont des pierres derrière, sa tenue est sombre, il y a quelque chose de... Il y a très peu de couleurs. Et d'ailleurs, en choisissant les deux images, au moment de choisir entre les deux images, j'avais montré donc à Yannick l'image du Mexique, justement pour la couleur, pour cette lumière et pour la couleur. Parce que... ouais, peut-être que... pour en revenir au début, où je disais que c'est pas... le cheminement du regard et pourquoi la couleur, je pense que c'est un jeu d'abord avec peut-être les mots ou l'idée, oui, ou la pensée. Et ça se nourrit, c'est un jeu entre les deux. Mais je ne peux pas dire que le sujet prédomine ou la couleur prédomine. C'est un langage commun. Je ne sais plus qui disait ça. Une couleur, elle existe et elle est intéressante en fonction de qui se situe à côté. C'est-à-dire que c'est en fonction des autres couleurs qu'elle apparaît, qu'elle existe et qu'elle est intéressante, quoi. Et ça peut pas être qu'un... Moi, je crois que je cherche autant quand je photographie. La couleur fait totalement partie de l'image. À un moment donné, je me rappelle aux États-Unis, à Boston, quand j'étais à l'école de photo, un de nos profs, on avait un cours de noir et blanc, un cours de couleur. Notre prof en noir et blanc nous avait donné un exercice de photographier les yeux bandés, faire des images sans voir. Et en réalité, moi, ce que j'avais fait, c'était dans un parc, il y avait des gens autour, j'avais fait des images comme ça à la volée. Je me suis rendu compte que ça avait aussi peu d'intérêt que les photos noir et blanc que ce que je faisais en fait à cette époque. Et j'ai commencé à voir que je ne pouvais pas regarder le monde en noir et blanc, ça n'avait absolument aucun sens. Parce que je voyais les êtres... je regardais les êtres humains, les portraits, des gens, ils sont vivants, et je les voyais dans un environnement de couleurs. Et il y a un rapport peut-être anthropologique, documentaire aussi, pour signifier un temps, une époque, un geste, une situation. Mais sans la couleur, j'ai pas ces éléments me manquent. Quand tu imagines une image ou un travail photographique, une série, tu ne l'imagines pas en noir et blanc, tu l'imagines sans même qu'elle existe en couleur. Non, parce que tu vois, là, par exemple, ça, c'est au Brésil, c'est un travail que j'ai fait sur les domestiques. Son corps, pour moi, c'est cette femme que j'ai suivie pendant une journée, qui s'appelle Dona Olinda, qui est une femme domestique employée depuis 40 ans dans un quartier de Rio de Janeiro à Santa Teresa.
qui est par définition un petit quartier de Rio situé un peu en hauteur, hyper coloré. Des murs roses, des dessins, du bleu. C'est très joyeux. C'est très joyeux. C'est un quartier qui est repeint. Enfin, voilà. Et là, elle s'est arrêtée. Elle a son petit sac de course. Elle est arrêtée. Elle regarde un petit peu derrière dans une attitude un petit peu, vulnérable, au sens... Elle a l'air un peu perdue. Voilà. Et en même temps, c'est son quartier. Hein. C'est vraiment... mais elle regarde un peu derrière. Un peu méfiante, peut-être. Peut-être, ou pour moi, c'est peut-être plus un derrière, avant, ailleurs, le passé, peut-être. Et il y a ce grand mur vide derrière elle, qui la met en valeur, en fait, qui est rose. Alors, c'est presque trop rose. Et en même temps, moi, c'est pas moi qui lui ai demandé de s'arrêter là. On était dans une relation... mais ce mur de couleurs dit une époque, une histoire... un moment, et je suis pas sûre qu'en noir et blanc, cette photo, elle ait un sens, quoi. Et je pense même qu'elle en est pas... elle aurait pas d'intérêt. C'est peut-être aussi beaucoup un rapport au temps, à la manière dont les couleurs apparaissent et changent. On parlait tout à l'heure, hors émission, mais des années 70, de ces couleurs vives, orangées, etc. Les couleurs, pour moi, c'est vraiment révélateur aussi d'une histoire. Et d'une histoire d'un moment. Justement, Hervé Fischer, dont on parlait aussi tout à l'heure, nous dit que la couleur est un indicateur sociologique parmi les plus significatifs. Donc c'est en effet ce qu'on peut vraiment observer aussi dans ton travail. Comme tu as voyagé, tu as vu beaucoup de continents différents. Ce qui est flagrant, c'est en effet l'écart de chromie entre les photos que tu as rapportées de l'Amérique latine ou celles que tu prends plus proche de nous, ici dans l'Orne, ou des hôtesses de caisse, des gens qui travaillent en usine, avec d'un côté donc des couleurs, quelque chose de très gai, de très chatoyant, et ici plutôt une prééminence du gris. Est-ce que ça dit en effet beaucoup de la société dans laquelle elles sont réalisées ? C'est-à-dire que ça, pour parler des voyages, moi j'ai surtout voyagé en Amérique latine et du Sud, Brésil, Cuba, Argentine, et après en Afrique. Et ce sont des pays où la couleur est très importante, notamment pour les femmes qui l'utilisent. On voit pareil une femme qui vit dans une favela. Si on regarde bien, elle est devant son petit bâti, sa favela, sa petite maisonnée en briques, toute uniforme et pas très jolie, avec un vieux volet derrière elle. Elle est enceinte, elle est en train d'étendre le linge et elle tient la corde à linge c'est un instant suspendu où elle regarde un peu dans le vide. On ne sait pas très bien à quoi elle pense, mais le linge qui est accroché, lui, est de couleur rouge, rose, comme son soutien-gorge, et son short qu'elle tient, tout est coloré. Il n'y a que le fond, en fait, est terne. Et s'il n'y a pas ces couleurs, de son linge et les couleurs qu'elle a sur elle, elle est invisible presque. Elle se confond avec le fond presque. C'est peut-être une forme de résistance, c'est peut-être... pourquoi je pense que j'aime aussi voyager dans ces pays-là, parce que ces couleurs, c'est cette lumière, elle est exposée, elle est visible, on peut sortir, la voir, ce qui est beaucoup moins facile à faire chez nous. On n'a pas cette tradition-là. Et d'abord, on n'a pas la chaleur qu'il y a dans ces pays-là pour exposer nos vies dehors comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en France, d'abord parce que je me suis intéressée beaucoup à ce que font les femmes pour pouvoir continuer à exister, à nourrir leur famille, qu'elles soient seules ou pas, et donc à la question du travail. Et les ouvrières de l'Aigle, là, par exemple, donc pas très loin de chez moi, que j'ai photographié sur une année en y allant régulièrement, une fois par semaine. Et finalement, c'est pareil. L'usine, le fond est gris, neutre. Et ce qui ressort, c'est les boîtes qu'elle touche qui sont colorées. C'est les objets, c'est des petites... la lumière, comment elle est orientée sur elle à ce moment-là, sur la main, c'est d'abord la lumière, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on avait dit dans ce premier podcast, mais cette citation-là. Mais c'est vrai que cette couleur, elle n'existe pas sans la lumière.
c'est sûr qu'en Afrique, au Brésil, dans ces pays-là, la lumière, elle est là tout le temps, elle est forte, elle rentre partout, même s'ils se protègent de la lumière. Et nous, on la cherche. Et, les caissières, je me rappelle, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein, mais c'était à l'époque, c'était en 2006, quand on a... Enfin ouais, c'était au début quand on était là. Et ils venaient d'ouvrir un Leclerc près de Nogent-le-Rotrou, à Margon. Et chaque semaine, les femmes avaient une tenue de couleur par semaine. Et c'était orange ou bleu. Et puis alors c'était un orange bien orange, hein, un orange presque sale, quoi. Et qu'elle détestait mettre. Mais qu'elle détestait mettre. Et sinon, la semaine d'après, c'était donc le bleu, ça allait. Mais cet orange, c'était ignoble. Et on le voit, elles sont mal avec ça, et c'est moche. Et bon, enfin, je les ai photographiées aussi par rapport par souci documentaire, là, pour le coup, de montrer que, ben voilà, elles sont aussi obligées de se conformer à des codes, des codes qu'on leur imposait. Donc, une semaine orange, une semaine bleue. Aujourd'hui, non, elles n'ont plus du tout ces tenues-là, mais c'est ça, on voit les mêmes femmes avec ces couleurs qui oscillent entre le bleu, le orange, et la froideur du néon qu'elles ont toute la journée au-dessus de la tête. Donc, cette couleur, ce orange, il est aussi laid parce qu'il est réfléchi par un néon qui est un peu verdâtre, quoi. Oui. Et donc, c'est aussi, encore une fois, lié à la lumière. Peut-être que ce orange, là, au Brésil, il n'aura pas été le même, mais c'est pas les mêmes destins. Enfin, je sais pas, c'est toujours... c'est une autre histoire, quoi. Et c'est une couleur qu'on leur impose, alors qu'elle est plutôt choisie, peut-être aussi en Amérique latine. Oui, bien sûr. Mais après, bon, peut-être que le mode de vie est moins choisi au Brésil qu'à l'inverse. C'est compliqué. Moi, en même temps, c'est toujours pour essayer de comprendre quelles sont les vies de ces... Ou est-ce qu'elle voulait être plutôt invisible et que cette couleur était trop voyante, trop identifiable, qu'on les repère au milieu d'un magasin immense, et que ce orange fait qu'elles sont comme un feu au milieu de... Avec une inscription dans le dos. Exactement. Puis je vous et qu'elles cherchent plutôt l'invisibilité, et là, qui leur échappe, quoi. Ben, quand elles sont derrière la caisse, c'est ça, finalement, elles se cachent, elles sont cachées, elles sont cachées, elles sont dos à dos, et puis finalement, je pense que ça leur va bien parce qu'elles n'ont pas envie de se montrer dans cet univers. Donc c'est plutôt à la pause, ou quand je les photographie à la pause, où elles relèvent la tête, elles fument une clope, elles sont dehors, elles prennent l'air, voilà, là... Le corps n'est plus le même, non. Voilà, non, elles se retrouvent un peu elles-mêmes, quoi. Je suis encore en contact avec l'une d'entre elles, Marie, qui est passée maintenant au bijou, au manège à bijoux, qui n'est plus à la caisse, mais qui se rappelle de toute cette époque. Elle est bien contente d'être... de plus avoir porté l'uniforme, de ne plus être à la caisse, et d'avoir une autre relation avec les clients que celle de la chaîne, quoi, du tapis roulant. Et puis c'est vrai que oui, elle a une tenue totalement invisible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de... Je ne sais même pas d'ailleurs, tiens, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas à quoi elle ressemble la tenue. Elle est neutre, en fait. Qu'à cette époque-là, au moment d'ouverture, il fallait être bu, je ne sais pas. Ouais. Alors, de la même manière que l'on a découvert la synthèse soustractive dans l'imprimerie, est-ce que pour certaines séries, il ne s'agit pas également d'édulcorer la chromie pour n'en garder que l'essentiel? Et là, je pense à vraiment une série qui, pour moi, est un peu différente des autres, celle que tu as réalisée sur les femmes en détention. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux que je réexplique la synthèse soustractive aussi pour nos auditeurs? En fait, c'est l'idée que chaque passage des 4 couleurs CMJN, donc le cyan, le magenta, le jaune et le noir, enlève un peu plus de luminosité au papier blanc sur lequel on imprime. Voilà, donc c'est en additionnant des couleurs qu'on soustrait finalement la lumière du papier, que le papier devient de plus en plus sombre. Et j'ai trouvé qu'en effet, ta série sur les femmes détenues, il y avait presque eu cette absence de couleurs, en tout cas des couleurs beaucoup plus sombres en fond. Est-ce que c'était un choix conscient ou en effet une mise en scène qui a été faite par rapport au sujet, sans penser forcément à la couleur? De la même manière, d'ailleurs, il y a la couleur additive. Exactement, il y a les deux principes. Ouais, il y a les deux principes. Ouais. En prison, c'est dans la continuité du travail que j'ai fait au Palais, avec les murs de couleurs, et c'est dans le cadre surtout d'ateliers photos. Donc on est dans un endroit très petit à chaque fois, ce qu'ils appellent des salles d'activité, où le mur est peint d'une couleur
Ben, c'est pas le rose du mur derrière Dona Olinda au Brésil, là, mais pas loin. Enfin, mais Un peu trash. trash, et avec des lumières absolument. Pardon. Artificielle Donc aussi. là, pour le coup, je me suis dit non, j'avais pas envie de montrer cette réalité. J'avais pas envie de montrer en fait la prison. Donc dès le départ, avec l'aide parce que tous ces ateliers, je les ai faits avec l'aide du Centre photographique de Rouen. euh, une jeune femme qui venait avec moi, qui m'aidait à porter le fond, etc. Et dès le départ, on a choisi de faire ça et d'utiliser par contre uniquement la lumière disponible. Pas au départ, j'avais essayé d'éclairer. Ça marchait pas, ça marchait pas. Enfin, il fallait que je garde cette part de réel quelque part. Et comme c'était plus sur l'environnement, il fallait que ça vienne de la lumière. Donc, et toujours dans ces salles, il y a en fait une espèce de sorte de lucarne située en hauteur. Parce que j'ai fait ces portraits dans 2 maisons d'arrêt à Rouen. Donc c'est un peu une lucarne en hauteur. Et à Caen, c'est une fenêtre sur le côté. Et toujours, il a été question de photographier ces femmes devant ce fond noir, avec cette règle imposée dès le départ où j'avais pas le droit de montrer leur visage. Elles n'avaient pas le droit d'être reconnaissables. C'était vraiment la consigne. Et au départ, on a fait plusieurs essais avec chacune d'entre elles pour essayer, malgré tout, de faire apparaître leur personnalité sans montrer leur visage. Truc impossible, parce que pour moi, sans le regard, sans... Donc c'était vraiment un exercice où est-ce que à travers un geste, est-ce qu'on pouvait essayer de faire apparaître un œil, quelque chose d'intime, sans montrer vraiment qui on est, quoi. Et les couleurs, en fait, sont venues au fur et à mesure. Et si on regarde chronologiquement ce travail, au départ, vraiment, c'est du noir, noir, noir. Et puis plus ça va, et plus on est dans la couleur. Par un concours de circonstances aussi, mais c'est-à-dire que par exemple à Caen, on m'a proposé à un moment donné de faire un partenariat avec le théâtre de Caen qui organisait une journée opéra. Donc là, qui venait avec des costumes, des masques, des accessoires. Ouais, des accessoires derrière lesquels elles pouvaient se cacher. Et donc là, il y a beaucoup de couleurs. Et sur le moment, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas un peu tromper mon premier travail que de faire ça et puis je me suis dit non, parce que c'est aussi révélateur de ce qui se passe dans ces prisons, de propositions qu'on leur fait, de gestes un peu d'ouverture quand même. Elles pouvaient choisir... Elles pouvaient choisir leur robe, il y avait une maquilleuse qui était là, enfin pour elles c'était une journée incroyable. D'ailleurs ça durait 2 jours, et après il y avait aussi une chanteuse d'opéra qui venait et qui les entraînait au chant. On a pu faire des portraits collectifs aussi dans la cour, enfin bon c'était... Et de là en fait la couleur, je me suis rendu compte de l'importance de la couleur, mais il y a des couleurs donc elles n'ont pas le droit de porter, par exemple en prison, le bleu marine c'est interdit, le kaki c'est interdit, c'est trop codifié. Donc elles ont pas, enfin il y a plein de choses comme ça, des interdits. Et donc l'idée c'était encore une fois d'aller chercher les couleurs qui résistent, quoi. Si vous avez du rose, les filles, allez hop, amenez du jaune, je sais pas ce que vous avez, quoi. Et le vernis, elles ont droit. Donc j'ai pas mal de séries de photos où elles sont avec ces vernis qui ressortent sur le noir, ou le rouge à lèvres, c'est leur manière à elles aussi de résister à encore une fois, ce fond qui est super triste et monotone, et pire que triste, je veux dire. C'est carrément l'enfermement absolu, la perte de liberté, de lumière, enfin tout ce qu'on ne voudrait pas vivre. Et pour moi, vraiment, quand je rentre là, c'est une manière de les inviter à s'échapper avec un peu de couleur et de lumière. Alors en utilisant celles qui existent, mais on se rend compte que même en utilisant le peu de lumière qu'il y a, celles qui existent, on peut montrer, quoi, des choses. Et c'était aussi ça que moi je voulais les amener, les inviter à voir ça. Et je me rappelle un des plus beaux cadeaux là qu'une d'entre elles m'ait fait, et en me racontant l'histoire où elle était dans la cour, c'était à Caen. Et Dieu sait si la cour était vraiment un signe d'enfermement et de prison. Une toute petite cour à la maison d'arrêt des femmes de Caen, avec des barbelés partout, des vidéos.
Et il y en a une qui m'a dit, tu vois Olivia, la semaine dernière, là, enfin, avant que tu viennes, là, j'étais en pause. Il y en a certaines qui veulent plus aller dans la cour, hein, tellement ça leur rappelle encore la prison. Mais donc elle me dit, moi j'étais dans la cour sur le banc et à un moment donné, il y a eu un rayon de soleil, il y a eu la lumière, elle a franchi, voilà, elle est passée devant le banc, elle a réfléchi sur le mur, elle a renvoyé. Et ben tu vois, je crois que si on n'avait pas fait cet atelier, j'aurais jamais fait attention à ça. Et ça m'a permis de, je sais plus comment elle m'a dit, pas d'entrer dans une méditation, c'était pas le mot, mais ça m'a permis de partir, de voir autre chose. Et, euh, et voilà, ça c'est pour moi c'est ça, parce que de la même manière que quand je fais des photos, et c'est pour ça que je reviens à mes moutons, mais tout à l'heure quand je parlais de Mélissa, c'est ça que je voulais dire en fait. Je recolle des morceaux maintenant. Mais en faisant ce portrait de Mélissa, je me suis rendu compte à quel point j'avais totalement oublié que j'étais en confinement. Mais complètement. C'est-à-dire que tout le moment de la prise de vue, j'étais complètement déconnectée du réel. Et c'est une fois qu'on a eu terminé la prise de vue, je sais pas, 1 heure, 2 heures, on a passé à faire ses photos, la lumière, etc. Ah, on est revenu à la réalité. Ah oui, c'est vrai. On est en confinement, on peut pas sortir comme on veut. Et ça m'a. Enfin voilà, cette force-là, je me suis dit, mais quelle puissance, quoi. Il n'y a pas besoin de prendre de drogue, il n'y a pas besoin de. C'est hors du temps. Et pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager. Parce que c'est une force, je trouve. Et c'est assez paradoxal, puisqu'on dit souvent que Ouais. la couleur, en effet, peut rendre mieux compte du réel, alors que tu nous prouves là, parce que tu viens de nous expliquer, que ça aide aussi à en sortir. Ouais, c'est ça. Ça aide aussi à en sortir. C'est les. Oui, c'est vrai que l'étymologie du mot couleur, c'est ça. C'est l'arrêt, là, ça veut dire cacher, euh, dissimuler la réalité. Voilà. Ça dissimule la réalité. Euh, on le voit d'abord par exemple dans les EHPAD aujourd'hui. Vous rentrez dans un EHPAD, enfin, en tout cas, je sais pas, j'ai pas fait tous les EHPAD de France, mais j'en ai fait un certain nombre ici, normalement, notamment à la campagne. 3, tout au moins. Et dans ces EHPAD, c'est des couleurs, ce sont des couleurs hyper vives. Des jaunes, des verts, euh, sans doute pour essayer d'être joyeux, gai, enfin voilà, de cacher peut-être l'odeur aussi, parce que voilà. Je pense qu'elle a plusieurs fonctions, ouais, la couleur. Elle peut être signe de résistance, elle peut cacher, effectivement, à dissimuler la réalité. Mais son étymologie première, ouais, c'est ça, c'est l'arrêt, cacher la réalité. Elle peut être cache-misère, en fait, ouais, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, voilà, comme dans les EHPAD, comme au Palais de la Femme, finalement, ces femmes devant ces murs de couleurs, dans ces petites pièces exiguës, où elles attendent une vie meilleure, il y a ce mur de couleurs, rose, jaune, bleu, rouge. Certaines pour qui c'était trop rouge m'ont dit mettre un drap dessus, parce que c'était insupportable. Parce que le rouge, c'est puissant, c'est quand même une couleur qui nous renvoie à un truc très très fort. Mais voilà, quand j'avais commencé ce travail au Palais de la Femme, pour moi, c'était important de les montrer dans cette réalité. Cette réalité-là, je veux dire, ce mur de couleurs, parce que, bah oui, derrière, ça signifie qu'il y a effectivement plein de choses qui sont dissimulées, plein de réalités qui sont dissimulées, qui sont ambiguës, et la première étant leur situation économique. Dire, ces femmes attendent tous les mois de percevoir l'aide financière. Le 4 du mois, elles ont leurs sous, j'exagère un peu, mais le 10, il n'y a presque plus rien, quoi. Et elles rentrent dans un tel système de dépendance par rapport à cette précarité. Et il n'y a pas tant de ça, pas tant d'aide qui leur est fournie que ça pour en sortir. Après, elles ne sont pas non plus toutes en tout cas, dans une volonté de s'en sortir, parce qu'elles se retrouvent finalement dans cette boucle. Mais je pense que c'est communicatif, c'est ni le système, ni elles-mêmes, enfin tout ça se prend dans un espèce de cercle comme ça. Il est difficile d'en sortir. Et il est difficile d'en sortir, et elles ne sont pas très nombreuses. Là, le mois dernier, j'ai le contact d'une femme qui s'en est sortie, ça y est. Que tu avais rencontrée. Ouais, ouais. Et puis il y a quelques mois, Sarah, que j'ai beaucoup photographiée là-bas, et qui est sortie aussi, qui a son appartement avec son fils. C'est des bonnes nouvelles. Et ça, c'est très rare, parce qu'avec les enfants, c'est encore plus difficile que toute seule. Mm. Il y a certaines femmes toutes seules qui s'en sortent, mais... Il faut beaucoup de volonté. Ah oui, il faut beaucoup de volonté, ouais. Il faut qu'elles trouvent un travail, il faut qu'elles... Enfin bon, c'est très compliqué, quoi.
Alors, je continue. Donc, Pascal Quignard, dans Terrasse à Rome, fait dire à l'abbé de Saint-Cyran: la colère signifie la récusation de la couleur. Momus le Romain fut le peintre du refus de la couleur. Le noir et la couleur sont un même mot, comme Dieu et la vengeance forment l'unique acte éternel. Jadis, Cole ne signifiait pas ira, mais noirceur. Aux yeux des anciens, la colère qui est dans la mélancolie, c'est le noir qui est dans la nuit. Il n'y a jamais assez de noir qui déchire ce monde entre naissance et mort. Pas très gai tout ce que je raconte. À quoi répond Môme en disant: voilà ce que sont les sentiments humains. La pluie qui tombe anéantit les couleurs. Donc finalement, l'usage que tu fais de la couleur n'est-il pas profondément optimiste sur la condition humaine, malgré les situations parfois tragiques que tu donnes à voir, comme tu viens de nous le raconter? L'usage que j'en fais, c'est disons, aller chercher au-delà de... Ce serait tout à fait faisable, oui, de photographier toutes ces femmes dans la noirceur et dans l'ombre, et d'accentuer le caractère déjà fort négatif ou difficile ou obscur. Mais je crois qu'il y a vraiment une part d'autobiographie, vraiment dans tout ce travail de recherche personnelle. Et je crois qu'il y a une volonté aussi dès le départ de transformer. L'art pour transformer, et pas seulement pour documenter, pour le coup, pour témoigner. Et donc, alors que j'ajoute pas de couleurs, je viens pas spécifiquement ni avec des lumières, je m'empare quand même du réel, mais à chaque fois, je recherche, vraiment je suis à la recherche encore une fois, de ces couleurs ou de cette lumière en particulier qui va venir révéler cette couleur. Et tout ça se réfléchit en fait, ce sont des réflexions. Mais c'était intéressant ça sur Pascal Quignard aussi. Alors je t'en lis une autre. Donc toujours dans Terrasse à Rome, on attribue ce propos à Môme en 1652. On doit regarder les graveurs comme des traducteurs qui font passer les beautés d'une langue riche et magnifique dans une autre qui l'est moins en vérité, mais qui a plus de violence. Cette violence impose aussitôt son silence à celui qui y est confronté. Donc là, je peux te poser une question, mais tu as un petit peu déjà répondu. Comment définis-tu le rôle de ton travail de photographe documentaire, humaniste? Et la couleur a-t-elle ce pouvoir de faire venir le silence et d'éveiller les consciences? Alors ça, c'est super intéressant parce que justement, je suis en train de lire, moi, ce livre de Alain Buyne, Eugène Adjé, ou La mélancolie en photographie. Et alors, justement, par rapport à ce silence, cette histoire du silence... Alors d'abord, j'ai appris que Eugène Adjé, en fait, rêvait d'être comédien. Et ça me donne une autre lecture, du coup, de toutes ces images de Paris vide. Et c'est ce qu'il explique super bien dans ce livre, Alain Buyne, que peut-être, quelque part, puisqu'il est dépossédé de... Enfin, il passe le concours du conservatoire, il a la première partie, mais pas la deuxième, et puis il est obligé de partir pour la guerre, enfin je ne sais plus exactement, ou pour le service militaire, je ne sais plus, mais en tout cas quelque chose fait qu'il ne peut pas devenir comédien, il a vraiment un obstacle, et donc quelque part il se retranche dans la photographie, et presque c'est un mutisme, et les scènes qu'il photographie du Paris vide, c'est presque quelque part les scènes dans lesquelles il se projette comme un espace de théâtre. Et je trouve ça super intéressant de comprendre cet élément biographique. On dit toujours il ne faut pas savoir qui sont les artistes qui vivent, etc. Je ne suis pas sûre que toujours ce soit... Voilà. Mais peut-on réduire à un quelconque message linguistique le silence lui-même? Peut-on aller au-delà de sa pure et simple constatation? Voilà, en fait, ce qu'il photographie, Eugène Adjé, c'est l'impossibilité de communiquer, c'est son propre mutisme. Le sujet du mutisme photographique. Et je me demande si... Roland Barthes souligne lui aussi que c'est précisément cet arrêt de l'interprétation qui est la certitude de la photo. En ce sens, et une fois encore, c'est le statut même de la photographie qu'Adjé photographie, se situant juste à l'aporétique intersection de notre désir de la faire parler et de notre incapacité de lui faire dire quelque chose.
Cette histoire du silence de l'image, c'est très important. Je photographie des femmes qui n'ont pas de voix, quoi, en fait, beaucoup. Qu'on n'entend pas. Pas qui ont une voix, mais intérieure. Et qui sont à l'écart des... Inaudibles, en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai photographié ces femmes-là. Après, voilà, ça changera peut-être. Mais qui n'ont pas cette voix. Et je pense que toute cette expérience de photographique avec elles, c'est aussi une manière de vraiment ce qu'il dit là, c'est ça, de ce mutisme photographique. C'est cette expérience-là dans la photo. Il y a la conversation avec les personnes. Il y a l'échange qui est très riche, qui est en dehors. Mais le temps de l'image lui-même, il est totalement silencieux. Il est... on peut pas... Il parle pas... Je trouve que c'est ce qu'on ressent en regardant tes images. C'est ce silence et cette volonté d'exprimer les choses justement par le corps, la posture du corps, et puis la distance que tu as par rapport à tes sujets. C'est-à-dire que tu leur laisses quand même beaucoup d'espace aussi autour de ce corps. Oui, c'est ça, c'est l'espace. Et qu'il y a cet espace peut-être qui donne la parole, en tout cas qui va jusqu'à nous. Oui, parce que cet espace, c'est aussi pour que le spectateur puisse trouver sa place. C'est-à-dire que... et c'est là peut-être où la pensée, elle est importante. C'est-à-dire que ces photos, je ne les fais pas en tant qu'amateur ou amatrice, pour les laisser dans un tiroir. Je les fais, oui, vraiment dans l'idée qu'elles soient vues. Et c'est vrai que je me mets à la place du spectateur, je suis la photographe et en même temps, je vais montrer, donner à voir. Donc c'est tout ce jeu-là qui est dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je fais la photo, on est ensemble, on est toutes les deux, mais déjà, je suis aussi à la place du spectateur. Et c'est ce que, justement, dans la conversation avec Urs Staël qu'on a eue récemment, elles sont jamais photographiées de trop près. Tu vas pas montrer trop les détails, les mains ou les choses. Pour moi, c'est nécessaire que les uns et les autres puissent entrer ou sortir de l'image. Entrer ou sortir, ça n'intéresse pas. Mais chacun puisse se raconter sa propre histoire. Donc, c'est un travail documentaire parce qu'on part du réel. Et en même temps, c'est pas du tout un travail documentaire parce que je n'ai rien à... parce qu'il ne dénonce rien. Il ne dénonce pas, en tout cas, un état ou une condition. Il révèle, voilà. C'est par l'effet de la couleur et de la lumière, en fait. C'est un travail qui révèle l'autre, qui accueille, qui révèle une relation, une hospitalité partagée, un moment, quoi, un moment donné. Mais je ne suis pas dans un... Et qui part d'une époque, évidemment, par ce que je disais tout à l'heure, de l'emploi de ces couleurs, ou de ces corps, ou de ces tenues, de ces vêtements. Ce ne seront pas les mêmes vêtements dans 20 ans qu'on verra accrochés sur cette corde au Brésil, c'est sûr. Ce n'était pas les mêmes déjà il y a 30 ans, il y a 20 ans à Cuba. C'était du spandex bleu, c'est plus les mêmes choses aujourd'hui. Enfin, tout ça, ça évolue, les matières évoluent. Et je trouve que c'est vraiment un questionnement sur le temps. Donc, voilà, votre référence à Pascal Quignard et à la mort, elle est fondée. C'est vrai que ce que Barthes disait, c'est d'abord une relation à la mort, une angoisse sans doute de la disparition, du temps qui nous échappe. Et en même temps, voilà, photographier, c'est une manière de ne pas le subir aussi. Ça, c'est ce que... Alors ça, c'est dans L'espace relationnel de Nicolas Bourriaud qui dit... qui cite un artiste à propos du temps et dit l'art, et je crois que c'est Deleuze. Voilà, c'est Deleuze. L'art, c'est une manière de ne pas subir le temps. Voilà. Et c'est ça, parce que de toute façon, parce que si on le subit, c'est l'enfer. Vous faites une magnifique transition. Pour finir, je vais citer Albert Camus qui disait à propos du métier d'écrivain, la noblesse du métier d'écrivain est dans la résistance à l'oppression, donc au consentement à la solitude. Donc, penses-tu qu'on puisse dire la même chose de la pratique d'une photographe? Et si c'est le cas, quelle serait la couleur de cette solitude
qui peut être notamment celle de la concentration et du travail. Alors ça, c'est drôle la référence à l'écrivain parce que, alors vraiment, avant de m'être intéressée aux photographes, etc., c'est d'abord la littérature et les écrivains que j'ai écoutés. Et si je suis devenue photographe, c'est peut-être grâce aux écrivains. Donc, beaucoup à Michel Tournier d'ailleurs. J'ai beaucoup écouté Michel Tournier. J'enregistrais à l'époque ces cassettes sur France Culture que j'emmenais aux États-Unis. Enfin, je trouve que les écrivains ont une parole très libre, beaucoup plus intéressante que la nôtre, celle des photographes. Ils ont plein de trucs à raconter et ils ont une vision du monde qui à chaque fois m'éclaire. Mais beaucoup d'écrivains m'ont montré le chemin. C'est vraiment... Alors c'est sûr que ils ont cette difficile tâche d'être devant la feuille blanche. Souvent ils écrivent le matin. Ils ont besoin de cette solitude, cette mise à l'écart du monde. Alors que photographe tel que je suis, on travaille pas du tout à partir d'une feuille blanche, à partir déjà d'une matière vivante, d'éléments, de personnes. Et on va composer autrement, mais c'est sûr que c'est un cheminement très seul. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais lu ça à 18 ans, L'homme naît seul, vit seul et meurt seul. Et c'était un petit livre, Les chemins de la désillusion de Roland Jacquard. Et j'avais compris ça, je m'étais dit, ah bah d'accord. Et bon, bah si c'est ça, ok. Mais c'est un peu ça, et il faut embellir le trajet, quoi. Parce que c'est tout ce cheminement-là qui est intéressant. On sait pas en gros, on sait pas de toute façon où on va aller, on sait pas comment ça va se passer. Et c'est certain qu'il faut aller vers ce pourquoi on est fait, ce qu'on aime faire. Mais c'est au sacrifice sacrifice, en même temps, je sais pas, parce que c'est une telle nécessité, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est une telle nécessité de s'exprimer, alors soit par les livres ou par la photographie, mais de raconter nos histoires, en tout cas, de donner à voir ou de donner à lire. C'est qu'on a des choses à transmettre, à comprendre, à approfondir aussi. Une relation avec la vie. Et cette solitude, en tout cas, moi, m'a amené à quitter Paris, déjà, et la ville, il y a presque une vingtaine d'années, et à venir vivre ici, dans ce village, dans le Perche, à la campagne. Chose qui était vraiment pas simple au début. Mais je me suis vite rendu compte je me suis rendu compte à quel point ça m'avait aidé, en tout cas, à aller à l'essentiel dans mon travail, et pas à rester sur quelque chose de superficiel, ouais, qui peut-être, je sais pas, m'aurait apporté plus d'honneur, je sais pas, ou plus d'argent, c'est sûr, mais ou c'est sûr, non, même pas, mais avoir ce recul, ça m'a permis de sortir un peu du bruit, de l'agitation, des tentations aussi de la ville, et de me concentrer sur pourquoi j'étais allée vraiment à la photographie, pourquoi j'avais choisi ce médium-là, quoi. Et pas la peinture ou justement l'écriture, et pourquoi ce regard. J'avais envie de continuer, et j'ai aussi envie, encore aujourd'hui, 25 ans après, là, de continuer à travailler. Qu'est-ce qui m'intéresse, enfin, voilà, essayer de comprendre, quoi. Éclaircir encore et encore. Alors que le temps passe, qu'on est dans une époque où les images sont de plus en plus... circulent de plus en plus, et pourtant on les regarde de moins en moins. C'est vraiment le moment là où j'ai vraiment envie d'approfondir comment on regarde les images, quel est notre lien avec elles, quelle est notre place en tant que spectateur, et quelle est notre utilité en tant que photographe. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter de plus, alors que tant d'images circulent? Pourquoi continuer à faire des images? Enfin, je veux dire, toutes ces questions, et comment les partager? Parce que depuis 3 ans, j'ai fait cette expérience d'enseigner à la fac comme chargée d'enseignement, mais d'accompagner des étudiants qui vont passer un concours, et notamment une épreuve orale pour parler de photographie. Et je me suis rendu compte de ça, à quel point c'était riche de
de prendre le temps ensemble de regarder et de parler de ce qu'on voit, chose qu'on fait très rarement. Et on se rend compte que d'abord, évidemment, on ne voit pas les mêmes choses, mais qu'on s'enrichit mutuellement, les uns les autres énormément, à partager nos regards. Donc ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur, en fait. Et donc la solitude, oui, mais en sortir aussi, c'est bien. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Avec bonheur. Ouais, vraiment, parce que c'est vrai que on est très seul dans ce métier et parfois c'est très pesant, je trouve. Et moi, j'ai de plus en plus envie de travailler avec d'autres aussi. Pas forcément. Enfin, j'ai envie d'ouvrir l'espace de la photographie à d'autres manières de penser, de voir. Et je pense que tout ça est tellement complémentaire et que la photographie bon, il y a d'autres ont pensé ça bien avant moi, hein, mais d'autant plus là aujourd'hui, je trouve que on a besoin des uns des autres, des penseurs, des regardeurs, voilà, tout le monde, tous les gens qui ont vraiment envie encore une fois, ouais, de sortir du superficiel et du provisoire pour se revendiquer des images importantes qui nous sont utiles ou des choses à voir, à montrer, à dire aujourd'hui, quoi, et qui peuvent nous aider à y voir clair, en fait. Alors, ce sera le mot de la fin, ouais. Y voir clair. Y voir clair, ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Et donc là, je sais que tu pars pour plusieurs semaines. Enfin, je reprends la route. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on a hâte de voir le résultat de ce travail qui va te mener jusque dans le Grand Est. Ouais, une tournée dans le Grand Est, Champagne, les Ardennes. D'autres couleurs. Ouais, voilà, d'autres couleurs en fonction des territoires et en fonction de ce que vivent les gens, parce que chaque fois, je rencontre une personne qui va me guider à travers son territoire, ce qu'il aime, ce qu'il ou elle aime, les lieux, etc. Et encore une fois, c'est cette hospitalité-là, cette relation, en fait, qu'on va essayer de montrer ensemble, quoi. Bon. Alors, à très bientôt. Ouais, merci. On se dit ça. À bientôt, et après la couleur, on fera quoi, alors? Ça dépend de toi. La lumière. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.